la une de ce journal. Protection du parc national d'Azagny. Le comité de gestion locale satisfait du bilan du premier trimestre 2022. Agriculture durable, ouverture de la première édition des rencontres biologiques de l'agriculture, une initiative de l'association Ivoire éco-responsable pour sensibiliser sur la consommation des produits bio et les dangers des produits chimiques. Et puis, enseignement supérieur, TG Master lance son nouveau programme de bourse dans la dynamique de contribuer à la promotion de la jeunesse par une formation de qualité. Des précisions dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. C'est l'heure du rendez-vous de l'actualité. Bilan positif enregistré au titre du premier trimestre 2022 par le comité de gestion locale du parc national d'Azagny, corps préfectoral, agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et les associations villageoises de conservation et de développement ont retroussé leurs manches pour affronter les nouveaux défis du deuxième trimestre. Patrick Coucrou, Richard Akeke dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueyi. C'est par acclamation, ce jeudi 7 avril 2022, au campement hôtel au parc national d'Azagny, que les parties prenantes au comité de gestion locale de cette aire protégée ont approuvé le bilan des activités du premier trimestre 2022. En guise d'indice d'agression, le commandant Kramo Kofi Julien, commandant secteur de ce parc de 19 400 hectares, encastré entre 11 villages dans la localité d'Irobo, a révélé 15 pièges à coller détruits, 3 coups de feu entendus et 4 étuis C12 ramassés. Si pour ce premier trimestre, le bilan est entièrement satisfaisant, Yao Kofi Michel, représentant le préfet Diané Bassinima du département de Grand Laou, par ailleurs président du comité de gestion locale, a invité les populations riveraines à poursuivre leurs efforts de conservation et de protection du parc national d'Azagny. Positif, la présentation a fait cas de tout ce qui a été réalisé autour de ce premier trimestre. Je crois que nous sommes sur une bonne lancée pour faire un bilan global en fin d'année, un très bon bilan. Un appel qui, s'il est entendu par les associations villageoises de conservation et de développement, dira le colonel Ilihaz Bakayoko, directeur de la zone sud, permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le deuxième trimestre de l'année. Nous avons mis un focus sur tout ce qui est surveillance, parce qu'il va sans dire que nous allons entamer les fêtes de Pâques et donc demander à nos collaborateurs de redoubler de vigilance pour pouvoir vraiment circonscrire un peu les cas de pénétration illicite dans le parc. Également, nous allons ouvrir un pan au niveau de la sensibilisation, pouvoir sensibiliser les masses paysannes autour de cette aire protégée. Cette cérémonie a été l'occasion pour la direction de la zone sud de l'OIPR et de son partenaire programme WACA de remettre 12 fours améliorés à 12 femmes du village de Boyo, dont les actions en faveur de la lutte contre l'érosion côtière ont été récompensées. Notons que ces foyers améliorés ont été acquis dans le cadre d'une convention de l'OIPR et du programme WACA portant sur un montant global de 200 millions de francs CFA financé par la Banque mondiale. Poursuivons cette édition dans le domaine agricole. La première édition des rencontres AIER de l'agriculture biologique s'est tenue ce vendredi 8 avril 2022. Initiée par l'association Ivoire éco-responsable, cette rencontre avait pour but de sensibiliser sur la consommation des produits bio et les dangers des produits chimiques. Amidia Rassouba et Doumbia Ayouba.
Située à 2 pas de la ville, sur l'ancienne route de Bingerville, la réserve naturelle d'Alia-Flore est un espace encore sauvage et verdoyant, géré par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Un environnement qui colle bien avec les objectifs de l'AIER, qui veut sensibiliser sur les dangers des produits chimiques et perspectives, tout en vulgarisant la consommation des produits et aliments biologiques. Présents à cette rencontre, certains acteurs du monde agricole, organisateurs, participants, exposants et simples anonymes sont venus visiter les différents stands. En effet, durant 2 jours, l'AIER va emmener tout un chacun une prise de conscience sur les dangers liés aux produits chimiques qui nuisent notre quotidien par des conférences. Et nous organisons aujourd'hui une rencontre pour tous ceux qui sont intéressés ou qui pratiquent l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Et par cette première édition, nous aimerions que la population ivoirienne sache que le bio est possible en Côte d'Ivoire. Il est possible qu'on cultive différemment et qu'on mange sainement. Un constat fait par Kwadié Georges, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce que je peux dire en ayant visité la quasi-totalité des stands, c'est que l'agriculture écologique est en marche en Côte d'Ivoire. Et ce que l'on retient, c'est que nous avons les possibilités d'accompagner cette agriculture écologique. Nous, on a 3 produits qu'on arrive à mettre en valeur. Donc on a tout ça à base d'insectes, donc la mouche chelda noire. On va avoir de la larve séchée, c'est de la protéine, ça vient en complément alimentaire pour le poulet et le poisson. Ensuite, on a la farine d'insectes, c'est de la protéine pure qu'on va mettre pour fabriquer des granulés. Ces granulés vont servir à nourrir des poissons et des poulets, des porcs, des vaches, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on a le fertilisant organique. Bioélevage Afrique est une structure qui développe une nouvelle approche dans le domaine de l'aviculture. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs utilisent beaucoup d'antibiotiques dans leur processus. Nous venons avec une ligne de produits qui leur permet de réduire pratiquement de moitié la facture de leurs médicaments dans l'élevage. Il faut souligner que l'AIER est une association apolitique qui a vu le jour en 2019 et qui lutte contre les dangers des produits chimiques et valorise les produits biologiques. Fin ce vendredi 8 avril 2022 à Abidjan du 4e séminaire du projet formation maritime dans le cadre du programme SWEMS entendez format sur le thème la contribution de la société civile dans la lutte contre les infractions commises en mer, cas du vol à main armée, de la piraterie maritime, de la pollution marine et des trafics illicites. Ce séminaire visait à renforcer les capacités de la société civile ouest-africaine dans la lutte contre la piraterie maritime. Pierre Tebeu et Marius Siri. Destiné aux organisations des sociétés civiles ressortissantes des pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, 30 participants ont pris part à cette formation. Le séminaire visait à renforcer les capacités de la société civile dans le cadre de la lutte contre le vol à main armée, la piraterie maritime, le narcotrafic et la pêche, conformément aux engagements des États de la CEDEAO et ceux issus des résolutions du sommet de Yaoundé. On dit que si quasiment 51 pays africains, nous avons 38 pays qui ont une façade maritime. Et particulièrement dans la région du Golfe de Guinée, nos eaux sont menacées. Et pourtant, les économies de tous nos États, je parle ici des États du Golfe de Guinée, sont beaucoup tributaires de l'économie de la mer. Mais quand on regarde les statistiques, on se rend compte que c'est l'une des régions les plus menacées. L'une des priorités du projet SWEMS est de promouvoir un engagement plus large avec la société civile. En proposant ce module à l'ISMI, l'équipe d'assistance technique du projet SWEMS avait pour objectif de répondre à ces préoccupations. On voudrait faire connaître aux membres de la société civile les menaces maritimes dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, leur montrer les modes opératoires des délinquants, des malfaiteurs au niveau de la mer et des ports, et ensuite leur montrer les fondamentaux de montage des dossiers, des réseautages et des financements. Les participants se parlent pour répondre aux problèmes liés à la piraterie maritime.
Et à travers cette formation, on a été bien édifié sur tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on doit, notre responsabilité sur les problèmes qui entourent nos côtes en mer et dans les côtes de la sous-région. Nous avons eu l'occasion de partager des informations, des renseignements, de tout ce qu'ils ont dans leur pays, leur expérience, nous avons partagé. Et ces expériences vont nous permettre aussi de nous en servir quand nous serons dans nos pays respectifs. Les différents thèmes traités ont été animés par plusieurs experts de différentes nationalités pendant 5 jours, du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022. Ce séminaire s'est achevé avec la remise de certificats de participation. Toujours en présence de nos reporters Pierre Tebeu et Marius Seri, le directeur général du Burida entendait Bureau ivoirien des droits d'auteur et les autorités municipales de Treichville à travers le ministre maire François Amicha ont procédé à la signature d'une convention. Cette convention va permettre aux acteurs des œuvres de l'esprit de vivre des fruits de leur création à travers des taxes sur les manifestations dans la commune de la culture. Cette convention entre le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida et la mairie de Treichville vise à amener les utilisateurs des œuvres de l'esprit opérant dans le périmètre communal à s'acquitter des droits d'auteur et droits voisins au profit des artistes, des éditeurs et des producteurs. Le premier magistrat de la commune de Treichville, le ministre François Albert Amicha, s'est engagé à travers cette convention à aider le Burida dans sa lutte contre la piraterie. Et il est tout à fait normal que quand le Burida initie une action en faveur du bien-être des artistes, Treichville adhère à cette initiative. Et c'est ce qui justifie la signature de la convention entre la mairie de Treichville et le Burida. Nous allons aider le Burida à identifier, déchiffrer un certain nombre de lieux où se déroulent des manifestations culturelles à caractère public afin de recouvrer les droits dus aux artistes. Le directeur général du Burida a insisté sur l'importance du versement de droits sur la consommation des œuvres musicales, usitées tant au cours de la célébration des événements heureux, à l'exemple des mariages, baptêmes et des anniversaires. Treichville, c'est le berceau de la musique en Côte d'Ivoire, c'est le berceau des arts en Côte d'Ivoire. Les plus anciens citent toujours Treichville et ses mythiques lieux de spectacle, ses mythiques bars et autres. Et donc le maire veut nous aider et nous pensons que les artistes doivent pouvoir aider le maire à nous aider. Les artistes de Côte d'Ivoire vivent dans la précarité du fait de la piraterie. Ils placent en cette convention avec les mairies beaucoup d'espoir pour vivre décemment. Bon, regardez Zoumana, regardez Guivet, les gens sont toujours en train de faire SOS. Mais un artiste, on ne doit pas faire SOS pour un artiste. Un artiste, c'est une valeur, c'est une richesse. Mais attends, c'est ça. Donc, je veux que cette valeur des artistes soit vraiment respectée. Cette convention qui vient d'être signée avec la mairie de Treichville est la première d'une série qui va permettre au Burida de couvrir toutes les communes d'Abidjan. Signalons qu'une œuvre de l'esprit est au sens du droit de propriété intellectuelle, renvoie à toute création résultant d'une activité intellectuelle ou artistique, qu'il s'agisse des livres, de musique, de dessin ou de logiciels. Elle est soumise à un droit d'auteur. Parlons enseignement à présent, dans la dynamique de contribuer à la promotion des jeunes par une formation de qualité. TG Master University a procédé au lancement d'un nouveau programme de bourse d'inclusion, initié avec le soutien du fonds d'investissement IEP, promotion et emploi. Le montant global de la prise en charge des contenus du programme est élevé à 80 millions de francs CFA. Walter Kofi et Marius Seri. 10 étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur TG Master University pourront bénéficier d'une bourse d'inclusion mise en place par l'école avec la contribution du fonds investisseur IEP, Éducation et Emploi. Objectif affiché, financer jusqu'à 90% des frais de scolarité pendant une durée de 3 ans aux étudiants avec des critères d'excellence académique.
Ce programme de bourse contient aussi un volet social. À en croire les initiateurs, il compte prioriser les étudiants issus de familles à revenus modestes. C'est une bourse d'inclusion sociale, c'est-à-dire que l'étudiant qui a le bac, qui souhaiterait obtenir cette bourse, doit pouvoir se présenter. Et donc nous allons regarder des points comme sa situation personnelle, sa situation familiale, ses revenus, mais également les revenus de sa famille. Nous allons aussi regarder son origine géographique et nous accorderons une attention particulière aux candidatures féminines. Achille Koukou, directeur général du TG Master, est revenu sur les raisons de ce programme de bourse, à la suite duquel il a donné les détails d'une autre initiative mise en œuvre au sein de l'établissement, celui du processus d'admission sous réserve du bac 2022. Désormais, les élèves de terminale toutes séries confondues pourront postuler à la fois pour obtenir une admission TG Master et postuler également au programme de bourse d'inclusion. C'est une sorte d'ascenseur que nous faisons à nos jeunes. Et aujourd'hui, l'idée pour nous est de les accompagner, notamment les plus vulnérables, à ne pas mettre une fin à leurs études pour des raisons financières ou pour des raisons d'éloignement géographique. Et puis, donc, la possibilité donnée aux jeunes lycéens de tout bac et toute filière confondue, que ce soit le bac ivoirien, le bac français ou le bac international, filière de A à H, de pouvoir postuler à TG Master University sous réserve du baccalauréat. Créé en 2013, le groupe TG Master se positionne comme un acteur de référence dans l'éducation en Afrique à travers ses programmes TG Master Coaching et TG Master Academy. En 2021, le groupe a lancé TG Master University, une université privée reconnue et agréée par l'État en partenariat avec les universités de renommée internationale. Du 16 au 19 juin 2022 à Katiola, les fils et filles de la région du Hambol se verront embarqués par le Hambar Festival. Ce nouveau festival se veut une plateforme socio-culturelle et économique dont l'objectif est de réunir les ressortissants de la région autour des valeurs africaines. Il a été présenté aux hommes de médias, en l'occurrence Mondésir Nascimento. La ville de Katiola dans la région du Hambol sera du 16 au 19 juin 2022 le centre névralgique de la culture ivoirienne. Dans ce département non moins important de Côte d'Ivoire se tiendra la première édition du Hambar Festival. C'est la grande messe socioculturelle, économique et gastronomique première du genre dans la région. Ce festival a été pensé par le label Poro Productions et veut être un prétexte de réunification de toutes les filles et fils de la région, longtemps distancés par les querelles politiques. Il est également, selon Koné Sougari, acteur cinéaste, président-directeur général du groupe Poro Productions, par ailleurs commissaire général de Hambar Festival, un courroie de transmission des valeurs ivoiriennes, mais au-delà, africaines. Hambar, parce que chez nous, quand tu salues une grande personne ou bien quelqu'un, on te répond Hambar. Donc nous sommes bien situés. Hambar, si vous avez eu l'occasion d'écouter notre spot, annonce, Hambar, Hambar. Donc on est chez nous, on reçoit les gens, on est ouvert à tous les peuples de Côte d'Ivoire et encore, nous sommes le seul peuple en Côte d'Ivoire qui avait seulement que des alliés. Les présélections ayant déjà démarré à travers les départements de Dabakala, Katiola et Niakara, la phase finale sera menue de concours, de contes, d'activités sportives, d'expositions et permettra entre autres la détection de jeunes cinéastes pour le monde culturel de l'avenir. Au cours de la conférence de presse ayant permis la présentation du Hambar, la directrice générale du label Poro Productions Fidèle Layon a rassuré de la mise en marche de la logistique pour permettre une première édition réussie. Il aura au menu plein de choses. Nous aurons plusieurs disciplines, la poésie, nous aurons la chanson, nous aurons aussi le cinéma, nous aurons les contes, nous aurons la danse, nous aurons le sport. Alors, il faut s'attendre à tout. Il y aura des festivaliers, les festivaliers, ceux qui vont venir compétir pour les phases finales. Il y aura aussi les visiteurs qui sont aussi des festivaliers.
Pour cette première édition, plus de 200 communes et villages ont été conviés. Toute chose qui fait espérer au regard de l'engouement constaté, environ 10 000 festivaliers à cette messe culturelle. Rendons-nous à présent à Adzopé, dans la région de Lamé. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration du centre hospitalier régional d'Adzopé après celui de San Pedro et l'hôpital général de Meyagui, une infrastructure sanitaire moderne longtemps caressée par les populations. Philippe Zabo et Ezekiel Siri. Le 3 août 2019, en marge de la cérémonie d'inauguration de la route Adzopé-Yakassé-Tobrou, le chef de l'État Alassane Ouattara posait la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. 32 mois plus tard, voici le joyau sanitaire sorti des terres pour le bonheur des populations d'Adzopé. Le centre hospitalier régional d'Adzopé a été inauguré ce vendredi 8 avril par l'un de ses dignes fils, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, par ailleurs président de la région de Lamé. La construction de ce centre hospitalier régional s'inscrit dans la politique globale de l'État de Côte d'Ivoire, faire de ce pays le hub sanitaire de la sous-région. Face aux urgences qui pesaient sur notre système de santé, au sortir d'une longue décennie de crise, et nous venons de voir ensemble, en visitant l'ancien hôpital général d'Adzopé, où je vous ai demandé d'aller pour voir cette différence, qui en quelques années nous a permis de sauter un siècle, un demi-siècle pour certains. Vous venez de voir à quel point cette politique volontariste de remise à niveau de notre offre de soins est une réalité. Les indicateurs prioritaires de santé publique en matière de ressources humaines, de qualité des infrastructures, de taux de mortalité maternelle et infantile n'étaient pas en adéquation avec l'ambition que le président de la République avait pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi fut décidée une profonde remise à niveau de notre système sanitaire et pour lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de l'investissement de plus de 850 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Au cours des derniers mois, nous avons inauguré les CHR d'Aboisseau, Adjamé, d'Aloa, le service de gynécologie du CHU de Trècheville, l'hôpital général de Yopougon-Atié, le centre d'odontologie de Bassam que nous avons lancé. Aujourd'hui, nous inaugurons les CHR d'Adzopé, quelques jours seulement après l'ouverture du CHR de San Pedro et de l'hôpital général de Meyagui. Et demain, ce sera au tour des CHR de Mans, de Boaké, de Katiola, de Kong, de Bouniali, de Danané, ou encore l'Institut cardiologique de Boaké, et enfin, bientôt, très bientôt, le CHU d'Abobo, d'une capacité de 600 lits, le plus grand CHU du pays, hautement spécialisé, qui viendra compléter ce tableau de la carte sanitaire du pays, enfin remise à nouveau, pour le bien-être de nos compatriotes et la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. D'un coût d'environ 30 milliards de francs CFA, le CHR d'Adzopé bénéficie d'un plateau technique moderne et permettra aux populations d'avoir désormais accès à des soins spécialisés. Le centre hospitalier régional d'Adzopé est réalisé sur une superficie couverte de 14 576 m² avec une capacité de 200 lits, dont 150 lits d'hospitalisation. Il dispose de tous les services nécessaires pour la prise en charge efficiente des patients dans les meilleures conditions. Avant Adzopé, le Premier ministre Patrick Achi et le ministre en charge de la Santé inauguraient le CHR de San Pedro et l'hôpital moderne de Meyagui dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. La Mutuelle Générale des Agents de Santé de Côte d'Ivoire a procédé à l'inauguration de son siège dans la commune de Yopougon. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les dirigeants de la mutuelle de procéder au démarrage effectif des activités. Walter Kofi et Richard Akeke. C'est bon, attendez un peu. C'est bon. Un nouveau pas vient de se concrétiser pour ces acteurs du domaine de la santé. C'est ce nouveau local situé au cœur de la commune de Yopougon qui servira de base à la Mutuelle Générale des Agents de Santé de Côte d'Ivoire, Mugassi. Une inauguration qui a drainé du monde, notamment fêtière syndicale
et associations du secteur de la santé venus s'imprégner des commodités que présentent ces locaux. Salle de conférence, direction exécutive et administrative, tout y est pour permettre à la mutuelle d'atteindre ses objectifs. Une avancée majeure que le ministère de la Santé a tenu à saluer. Le ministère félicite la MUGASI parce que c'est une très bonne idée que les agents de santé aient eux-mêmes leur mutuelle. Comme le disait tout à l'heure le président d'administration, nous avons des centres de santé un peu partout, au niveau même des impôts, du trésor et autres. C'est une bonne idée que les agents de santé eux-mêmes aient aussi leur centre de santé à eux. Cette première journée au siège de la MUGASI fut l'occasion pour la structure de lancer officiellement ses activités, dont la principale est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres au moyen de systèmes d'entraide et de solidarité. En termes de prestations, la mutuelle entend innover avec des produits tels que Muga Pharma et Muga Santé. Au-delà de l'inauguration du siège, c'est le moment d'annoncer le début des prestations, tant sur le plan santé que sur le plan de la prévoyance. La différence, c'est que nous proposons ici 80% de prise en charge pharmaceutique, contrairement aux autres qui en général font des prises en charge de 70%. La mutuelle générale des agents de santé de Côte d'Ivoire, MUGASI, est une mutuelle sociale créée en 2020. Elle regroupe en son sein les professionnels de base de la santé, le personnel administratif de la santé et personnel d'appui. En d'autres termes, la MUGASI est la mutuelle du personnel de santé. Nous parlons toujours de santé. Dans le cadre d'un projet dénommé Oxygène pour tous, l'ONG Agis, en collaboration avec la Fondation Prudence, a visité l'hôpital général de Jacquesville. Cette visite a été marquée par une remise de kits d'oxygène pour soulager la population face aux détresses respiratoires. Le reportage est signé Anja Sémian et Ismaël Doza. Et ses agglomérations peuvent à présent souffler. L'hôpital général de Jacquesville a été équipé ce jour de kits d'oxygène. Ce sont des mains des donateurs et des responsables administratifs que l'hôpital général de Jacquesville, l'hôpital général Irobo et le CSU ADA ont reçu ces kits. Il s'agit en la matière d'un concentrateur d'oxygène, d'un oxymètre de pôle et des équipements pour les ambulances. Désormais, les cas de Covid-19 pourraient être pris en charge sur place ainsi que les personnes en détresse respiratoire. Une nouvelle qui réjouit les bénéficiaires. Grande satisfaction, une surprise aussi agréable comme on le dit. L'ONG parmi les plus d'une centaine de centres de santé, nous avons été choisis pour recevoir ce don d'oxygène. Comme je le disais, l'oxygène, qui dit oxygène dit la vie. Donc on vient donner l'espoir à nos enfants, surtout les nouveau-nés. Mais souvent, s'il y a nos cas d'accidentés, des maladies graves, souvent des asthmatiques. Donc vraiment, c'est une très bonne chose pour nous. Nous sommes très heureux pour ça. Un projet initié depuis un an dénommé Oxygène pour tous, mis en place par l'ONG Agis en collaboration avec la Fondation Prudence. Cette initiative s'inscrit dans un élan d'appui au ministère de la Santé à soulager les populations face à la Covid-19. Nous avons décidé depuis 2 ans de lutter contre les maladies respiratoires à Covid-19, mais aussi les autres maladies respiratoires, en équipant les centres de santé en kits d'oxygénothérapie pour boucler à la fois le côté préventif, à la fois le côté soins thérapeutiques, mais aussi le côté durable. Mais la prochaine étape, c'est Dabou. Ensuite, nous devons aller à Yamoussoukro, ensuite Bouaké et San Pedro. Toute personne peut satisfaire l'hôpital, puisqu'il y a beaucoup de besoins dans les hôpitaux. On a nos parents qui sont dans les hôpitaux qui souffrent, les médicaments et beaucoup d'autres choses. L'oxygène est vital et l'ONG Agis veut équiper 22 centres de santé en kit d'oxygène. Une signature du protocole d'accord entre les bénéficiaires et les donateurs ont mis fin à la cérémonie.
Dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City, la ville de Bouaké dispose d'un plan de mobilité urbaine durable. Un plan qui vise au développement et à la mise en œuvre de mesures en faveur du transport et de la mobilité durable dans la capitale du centre. Mais avant ces étapes, ce plan a fait objet d'un diagnostic présenté aux acteurs concernés par le transport et la mobilité urbaine. C'était à l'occasion de la journée du transport et de la mobilité qui s'est tenue dans les locaux de la préfecture de région. À Bouaké, le plan de mobilité urbaine durable est en marche. Un plan pour anticiper et planifier la mise en œuvre de solutions durables en matière de mobilité. Objectif, rechercher, rendre plus viable, inclusive et efficace les modes de transport au sein de la capitale du centre. Cependant, ce plan se heurte à quelques dysfonctionnements pouvant freiner sa bonne application. Donc ce plan est financé par l'Union européenne, il a l'appui aussi de l'Agence française de développement, mais il est surtout à l'initiative de la mairie et des acteurs locaux qui sont bien conscients que les transports à Bouaké doivent être améliorés et que les problèmes vont être de plus en plus importants parce que les gens se déplacent de plus en plus, la ville grandit, voilà. Pour mieux faire face aux enjeux futurs, la bonne exécution de ce plan requiert le concours de tous les acteurs concernés en matière de mobilité. D'où l'organisation d'une journée de transport et de la mobilité en vue de mieux adresser les insuffisances de ce schéma directeur et trouver des solutions adaptées aux besoins des habitants de Bouaké en matière de transport. En tant qu'acteur majeur de la mise en œuvre de ce plan, le gestionnaire de la ville espère de meilleures propositions en dépit des difficultés au sein de la municipalité. Mais aujourd'hui, avec l'extension que prend la ville de Bouaké, cela devient une urgence. Et cette urgence le défi de cette urgence doit être relevé par la mairie de Bouaké. Et c'est pour cela que grâce à l'Union européenne, grâce à l'AFD, nous avons pu organiser cet atelier pour nous pencher sur toutes les questions. Le plan de mobilité urbaine durable de Bouaké entre dans l'initiative Mobilize Your City. Il bénéficie de l'appui financier et technique de la Commission européenne et de l'Agence française de développement. L'AFD est très fière d'accompagner ce plan de mobilité durable, de mobilité urbaine durable de Bouaké, via une facilité de l'Union européenne qui s'appelle Mobilize Your City et qui a permis de financer à la fois l'étude qui a été présentée par le consultant d'Egis et financer cette journée de la mobilité qui est une étape très importante dans l'élaboration de la ville de Bouaké de demain. À travers cette journée, il s'agit pour les acteurs de se préparer au défi de la mobilité urbaine dans la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, confrontée à une croissance urbaine forte et faisant face à une faiblesse des transports en commun. C'est l'heure de la chronique à présent. Burkina Faso, procès Thomas Sankara, prison à vie de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, des injusticiables autrefois condamnés aujourd'hui. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Procès Thomas Sankara, suivant le regard du jour de Issa Badini dans la chronique Business 24. Ce qui se susurrait depuis plus de 35 ans est vrai et officiel maintenant. Si nous devons appeler le chat par son nom, puisque les droits l'autorisent désormais, Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune en 1987, c'est au Burkina Faso, ont été assassinés. Les assassins, du moins les premiers responsables, sont l'ancien président Blaise Compaoré, son fidèle lieutenant d'alors Gilbert Diendéré, et l'air fusilier, l'ancien garde rapproché Hyacinthe Kafando, considéré comme les bras exécutants. Ainsi, en a décidé le tribunal militaire de Ouagadougou, qui a rendu son verdict final à l'issue d'un procès qui aura cristallisé et mobilisé les attentions jusqu'à coûter en partie la tête d'un autre désormais ex-président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, déposé en janvier dernier.
Historique, que l'on soit pour ou contre, tant sa survenue était hypothétique jusqu'au départ forcé de Blaise Compaoré du pouvoir en 2014, historique également par la lourdeur des peines qui en sont issues. Contrairement au réquisitoire du parquet, ce ne seront pas 30 ans de prison, mais la perpétuité pour Blaise Compaoré, perpétuité également pour Hyacinthe Kafando, les flingueurs, tous deux en exil en Côte d'Ivoire, dit-on pour les seconds, perpétuité aussi pour le général Diendéré, qui n'a rien pu faire malgré sa présence physique dans le box des accusés. Stupeur et émoi pour les uns, et jubilation et ouf de soulagement pour les autres. Ces verdicts, s'il y a appel, ce ne sera certainement pas du fait de la veuve de Thomas Sankara, que de mépris, que du déni, que de rejet à l'endroit de cette dame dont le ciel et le soleil lui ont été froidement arrachés un certain 15 octobre 1987, mais que d'endurance et de témérité pour en arriver à cette issue 35 ans plus tard. Son époux, le leader de la révolution, serait certainement fier d'elle et pourquoi pas pourra reposer maintenant dans sa tombe, même si l'on ne sait véritablement où. De l'autre côté, telle la loi du karma, la chute filante, violente et somme toute ridiculisante. D'abord injusticiable, puis justiciable, ensuite condamnable et désormais condamné. La justice burkinabé est allée jusqu'au bout de sa logique contre vents et marées. Et tous les honneurs lui reviennent pourvu qu'elle maintienne le cap, car le pays, autrefois des hommes intègres, a besoin de repères et semble-t-il qu'il ne peut ni compter sur ces hommes politiques, encore moins ces hommes en tenue, désormais plus politiques que militaires. Quant à Blaise Compaoré, suivant l'adage qui dit que lorsqu'un canari rempli d'eau se casse sur votre tête, autant se laver en même temps. À lui donc de retourner courageusement au pays et dire sa part de vérité et pourquoi pas s'excuser comme le veut la sagesse africaine ou décider tout bonnement de se contenter du fait qu'il est sorti de l'histoire par la petite porte en 2014 et qu'il va terminer ses vieux jours au bord de la lagune ébriée en sirotant du bangui et en ruminant ses regrets. Libre maintenant aux adeptes de réconciliation des façades et teintés d'impunité de rentrer dans la danse. Mais ça, c'est un autre débat. En attendant, honneur aux combattants pour la justice et la liberté qui viennent de frapper à Ouagadougou, un grand coup qui certainement fera réfléchir plus d'un. À bientôt. C'est sur cette chronique que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain, même heure sur le même canal.